de l'évaluation des animaux vifs, la physiologie en climat froid des ruminants, la génétique, les comportements d'alimentation, en plus d'avoir travaillé dans le transfert technologique et la vulgarisation à la fois pour le gouvernement et l'industrie. Le Dr Bergen a donné son expertise à la BCRC et à la grappe de sciences du bœuf. Il travaille avec l'industrie pour identifier des priorités de recherche, examiner, analyser des propositions de recherche et des rapports scientifiques et s'implique avec l'industrie, les experts en recherche sur une base soutenue. Reynolds a aussi travaillé pour obtenir des informations pertinentes en recherche et en communication avec les gouvernements et le public sur des produits précis. Alors, accueillons le Dr Reynolds Bergen pour une présentation très motivante. Et on devrait tous être heureux de la recherche positive sur ce que l'on fait. Reynolds. Merci, Kirk. Je vais essayer de me passer des écouteurs, mais je dois dire que la biographie que j'ai donnée à Kirk n'avait que 8 mots, pas ce grand discours. Mais j'espère que le reste de ce que vous allez entendre va être plus intéressant que de m'écouter, d'entendre parler de moi. Alors, merci de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. Si mes filles étaient venues à ma place, elles pourraient vous parler en français, mais malheureusement, vous êtes pris avec moi. Et donc, mon nom est Reynolds, je travaille avec le Conseil de recherche sur le bœuf et on est financé par le prélevé national. Et tout le monde a vu des titres comme celui-ci. Ce que ça dit, c'est que l'utilisation des terres agricoles diminuerait de 75 si tout le monde abandonnait le bœuf et devenait végétarien, disent des chercheurs de l'Université Oxford. Où est-ce qu'il faut que j'appuie pour changer? Ah, OK, là, il faut reculer. D'accord. Bon, mais je vais passer à celle-ci. Voici un autre titre. Si j'arrête de manger de la viande, est-ce que ça va vraiment aider les changements climatiques? Et est-ce vrai? Est-ce que ça aiderait vraiment si j'abandonnais de manger de la viande? Et la réponse courte est oui et oui. Et les mêmes accusations sont faites envers notre industrie et envers vous au niveau de l'utilisation de l'eau. Ce titre dit « Gros bovins, grosse soif ». Les cowboys et les vaches sont en train d'assoiffer l'Ouest américain. Et ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas de sens en anglais non plus. Produire du bœuf utilise de l'eau. Et donc, une suggestion qui remonte, c'est que les vaches ne devraient pas être élevées dans des régions sèches. Et ça, c'est pas logique non plus. Et je vais vous expliquer cela dans un instant. Maintenant, voici une infographie fréquente. Et ce que ça dit, c'est que ça exige 3 fois plus d'eau pour produire 1 kg de bœuf comparé à 1 kg de porc ou de fromage, ou 20 fois plus d'eau pour produire du bœuf comparé à 1 kg de pommes. Et des chiffres comme ceux-ci viennent d'une équipe de chercheurs hollandais qui s'appelle McKinnon et Hoekstra, qui ont publié plusieurs projets de recherche sur l'empreinte hydrique en 2010-2011. Et à l'époque, le Canada n'avait pas de bons chiffres sur l'utilisation de l'eau. Donc, nous avons financé un projet de recherche pour définir quelle est l'empreinte hydrique du bœuf canadien. Et cette recherche a été divisée par un type qui s'appelle Tim McAllister à Agriculture Canada à Lethbridge. Et il travaillait avec un autre chercheur à l'Université du Manitoba qui s'appelle Kim Ominski. Et donc, la première chose qu'ils ont faite,
ils ont dû déterminer comment évaluer correctement l'utilisation d'eau dans la production de ruminants. Et juste pour s'assurer de ne pas avoir l'impression que c'était juste une gang de chercheurs qu'on a financé pour nous donner la réponse qu'on voulait entendre, je dois mentionner qui un de leurs collaborateurs était. Il travaillait avec le chercheur hollandais Hoekstra, qui est le type qui a développé ces chiffres. Donc, c'était un projet financé par l'industrie, mais ils avaient de l'expertise internationale pour analyser le problème. Donc, nous leur avons donné deux grandes tâches. Une fois qu'ils ont déterminé comment mesurer l'eau, l'utilisation de l'eau, on leur a demandé de nous dire combien d'eau ça prend pour produire une livre de bœuf au Canada et comment l'empreinte hydrique de la production de bœuf canadienne a-t-elle changé depuis les dernières 30 années. Quand on parle d'élever du bœuf et produire du bœuf, on a besoin d'eau pour trois choses. Les animaux boivent de l'eau et ça, c'est facile à évaluer. Nous savons quelle quantité d'eau différentes tailles d'animaux boivent à différentes températures. Ça prend beaucoup d'eau pour transformer le bœuf dans les abattoirs et les abattoirs utilisent leur consommation d'eau et ils partagent cette information. Et ça prend de l'eau pour cultiver des cultures parce que les plantes ont besoin d'eau pour pousser et les animaux mangent, les bovins mangent beaucoup de plantes. Donc, nos chercheurs ont considéré différentes cultures, les fourrages à la fois vivaces, des pâturages vivaces et du foin, de même que des fourrages annuels. Et ils ont regardé la quantité d'eau requise pour produire des grains servant à la moulée. Maintenant, quelle quantité d'eau une culture requiert, ça dépend de la culture, ça dépend du stade de croissance de la culture, ça dépend quand dans l'année ça a été semé, quand ça a été récolté. Donc, ils ont utilisé beaucoup de valeurs trouvées dans les livres pour obtenir ces chiffres. Mais l'utilisation d'eau par la culture dépend aussi du rendement de la culture. Et donc, ça prend davantage d'eau pour une culture plus volumineuse. Donc, ils ont utilisé les données de 92 recensements de régions agricoles à travers le Canada. Et les rendements dépendent aussi de la quantité d'eau disponible. Et ça varie de la quantité de pluie ou la température. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Et la quantité d'eau dans le sol à un moment donné. Donc, ils ont utilisé beaucoup de données de stations météo venant de partout dans le pays, dans toutes les régions de recensement agricole. Là où je veux en venir, c'est qu'ils ont été très, très complets dans les données qu'ils ont mises dans leur analyse. Maintenant, les chercheurs hydriques considèrent différentes sortes d'eau. Ils parlent d'eau verte, et ça, c'est de l'eau de pluie, essentiellement. De l'eau de la pluie, ça tombe où ça veut. On ne peut rien faire pour changer où la pluie va tomber, n'est-ce pas? Tout ce qu'on peut faire, c'est décider ce sur quoi la pluie tombe. Est-ce que c'est du pâturage, du maïs? Est-ce que ça tombe sur les autoroutes, les toits, les stationnements, etc.? Et l'eau verte, c'est beaucoup ce qui contribue à faire pousser des cultures. L'eau bleue, c'est une autre catégorie. Et ça, ce sont les rivières, les cours d'eau, les lacs. C'est quand l'eau arrive au sol, ça devient de l'eau bleue. C'est comme ça que c'est défini. Et donc, bien sûr, dans la production de bœuf, de l'eau bleue, c'est ce que les vaches boivent. Et l'eau bleue, c'est ce qui entre dans l'irrigation. Et c'est aussi utilisé par les abattoirs pour laver les carcasses et l'équipement.
Et ensuite, il parle de l'eau grise. Et l'eau grise, c'est l'eau requise pour diluer la pollution, que ce soit du fumier ou des herbicides. L'eau grise, c'est la quantité d'eau requise pour diluer tout ça. Et pour rendre les choses plus compliquées, tout ça change. L'eau, la pluie, c'est vert jusqu'à ce que ça arrive au sol. J'y ai même pas touché. Ça s'est endormi en m'écoutant. Mais vous riez. Au moins, ça montre que vous êtes réveillé. Donc, l'eau verte, c'est vert jusqu'à ce que ça arrive au sol et ensuite, ça devient bleu. Et l'eau bleue, ce n'est bleu que jusqu'à ce que ça soit pollué. Et ensuite, quand la pollution est suffisamment diluée, l'eau grise redevient bleue. Donc, c'est quand même assez complexe dans l'étude de ces cycles hydriques. Et donc, ce que ces chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont évalué la quantité d'eau requise pour les animaux, combien d'eau bleue et verte est utilisée pour différentes cultures, et les cultures ont été analysées dans 49 programmes d'alimentation différents pour les bovins à travers le pays. Ils ont regardé la quantité d'eau utilisée dans la transformation du bœuf, de l'eau bleue. Ils ont pris tous ces chiffres, les ont mis dans leur ordinateur, ils font des calculs et ont calculé l'empreinte en eau de la production de bœuf canadienne. Et ces résultats ont été révisés par les pairs et publiés dans des revues scientifiques. Et ça s'appelle l'intensité d'utilisation de l'eau de la production de bœuf canadienne en 1981 comparé à 2011. Et je vais vous présenter les faits saillants dans un instant. Donc, c'est le même chiffre que je vous ai montré plus tôt des chercheurs hollandais qui disent que ça prend 15 500 litres d'eau pour produire 1 kilogramme de bœuf. Et donc, on était très heureux de voir à quel point le chiffre du Canada allait être plus petit que celui-là. Et en fait, il était plus haut, plus élevé. Notre chiffre était de 15 800 litres par kilogramme de bœuf canadien. Et pour vous donner une idée, ce camion prétendument à 16 000 litres d'eau. Donc, c'est à peu près la quantité d'eau requise pour produire 1 kilogramme de bœuf au Canada. Donc, ils ont réparti l'eau utilisée dans les différentes couleurs d'eau. Et l'eau bleue, c'était une petite proportion du total, moins de 5 Et surtout parce que l'irrigation n'est pas très utilisée au Canada pour la production de bœuf. En fait, 99 de l'eau utilisée pour la production de bœuf canadienne était de l'eau verte, encore une fois de la pluie. Et quand nous regardons comment cette eau verte est utilisée pour la production de bœuf, il s'avère que 99 de celle-là est utilisée pour cultiver de la moulée pour les animaux à bœuf, que ce soit des fourrages ou des grains. Le plus gros pour des fourrages, la moitié pour du grain. Mais dans l'ensemble, ces deux s'additionnent et donnent 99 de l'eau utilisée pour produire du bœuf est utilisée par les cultures que les animaux mangent. Donc, ils ont comparé la quantité d'eau. Quelle est la différence entre 81 et 2011 par kilogramme de bœuf? Quand ils regardent l'eau bleue, donc de l'eau d'irrigation surtout, ça a chuté de 20 par kilogramme de bœuf. Ça, c'est du progrès. Quand ils ont regardé l'eau verte, encore une fois, surtout de la pluie pour faire pousser les cultures, ça a chuté de 17 Et quand ils ont combiné les deux, l'utilisation totale d'eau, à la fois pluie et irrigation pour les cultures, a chuté de 17 Donc ça, c'est du progrès. L'industrie du bœuf, l'empreinte hydrique diminue. La question, c'est pourquoi ça a chuté? Pourquoi est-ce que ça prend 17 moins d'eau pour produire 1 kilogramme de bœuf maintenant comparé à il y a 30 ans? La raison est liée à l'alimentation, parce que c'est là où le plus gros de l'eau est utilisé.
99 de notre empreinte hydrique est reliée à la production de fourrage et d'aliments, et donc toute diminution dans notre empreinte hydrique dans le passé ou toute réduction à l'avenir vont être reliées à l'alimentation et au fourrage, que ce soit une question de la productivité de ces cultures, si on peut obtenir le même rendement ou davantage de rendement avec la même quantité d'eau, ça va diminuer notre empreinte. Ça veut dire des meilleurs rendements des cultures. Ou si nous pouvons améliorer notre productivité animale, surtout l'efficacité alimentaire, parce que s'ils ont besoin de moins de nourriture, ça veut dire que vous avez besoin de moins d'eau pour faire pousser cette nourriture. Donc, on peut avoir des animaux qui bougent plus rapidement ou plus efficacement. Ça va contribuer à une empreinte hydrique plus petite. Et on a constaté de l'amélioration de rendement au Canada depuis 30 ans, entre 81 et 2011. Voici des chiffres de Statistique Canada. L'orge a augmenté son rendement de 31 le canola 46 le maïs grain 52 d'augmentation, les pois secs ont augmenté le rendement de 38 et le blé de printemps a augmenté de 44 Donc, ces rendements accrus ont contribué à une empreinte hydrique de la culture plus petite, ce qui donne une empreinte hydrique du bœuf qui est plus petite. Mais on a aussi vu une amélioration du côté animal. Ça prend moins de livres de nourriture maintenant pour produire une livre de bœuf comparé au passé. On a des animaux qui poussent plus vite et qui vont à l'abattage plus tôt. On a des carcasses plus lourdes et on a une amélioration de la santé et de la performance reproductive. Et ça, c'est important parce que si chaque vache produit un veau à tous les ans et si toutes les vaches survivent jusqu'à l'abattage, ou au moins si on peut améliorer cette performance, ça veut dire qu'on utilise moins d'eau pour produire des cultures pour des animaux qui ne se rendent pas au marché. Donc, des améliorations en santé et reproduction, des améliorations en efficacité des parcs d'engraissement, ça contribue à une efficacité de l'eau accrue. Donc, le résultat net et que sur les 30 ans, depuis 81 et 2011, pour produire le même kilogramme de bœuf, nous avons besoin de 29 moins de vaches pour la reproduction, 27 moins d'animaux pour l'abattage, 24 moins de terre, et en même temps que nous diminuons notre empreinte hydrique, nous avons diminué les émissions de gaz à effet de serre de 15 et notre empreinte hydrique a aussi diminué. Donc, vive les producteurs de bœuf canadiens. Mais je commence à penser que des gallons d'eau pour produire une livre de quoi que ce soit du bœuf, du porc ou du maïs, ce n'est pas la meilleure mesure de durabilité environnementale. Je vais vous expliquer pourquoi. Une d'entre elles, un problème que j'ai vu, c'est le concept d'eau virtuelle et c'est fréquemment utilisé. C'est un rapport qui a été produit par le Conseil des Canadiens en 2006 et c'est la première fois que moi j'avais entendu parler d'eau virtuelle. Et quand ils parlent d'eau virtuelle, ce qu'ils veulent dire, c'est la quantité d'eau utilisée pour produire un bien ou un service. Donc, les gallons d'eau pour produire une livre de bœuf, dans notre cas. Et ensuite, ils parlent de commerce en eau virtuelle. Et ce qu'ils entendent ici, c'est la quantité d'eau qui est transigée de part et d'autre d'une frontière quand on vend quelque chose. Donc, avec le bœuf, ce qu'ils disent, c'est quand on exporte 1 kilogramme de bœuf, nous exportons 15 500 litres d'eau virtuelle. Et c'est une grosse conversation à l'échelle internationale. Et donc, l'importance pour notre industrie, ça c'est environ 1 kg de bœuf. Quand nous exportons 1 kg de bœuf canadien à un autre pays, ce que l'eau virtuelle signifie, c'est que chaque fois qu'on exporte ce kilogramme de bœuf, nous exportons aussi 15 800 litres d'eau. Et c'est tout à fait logique.
Et la raison pour laquelle c'est illogique, c'est parce que cette eau ne demeure pas dans le bœuf, n'est-ce pas? L'eau fait partie d'un cycle. Si vous vous souvenez de votre 3e année du cycle hydrique, le cycle de l'eau, c'est de ça dont il est question. Si l'eau tombe d'un nuage et sous forme de neige et ensuite fond, est absorbée dans le sol, et est absorbée par les plantes et les plantes l'évaporent et ça retourne dans les nuages et tout le cycle reprend. Et les vaches font partie de ce cycle. Elles boivent de l'eau, mais elles ne l'absorbent pas toute. Elles ne l'utilisent pas. Cette eau fait partie d'un cycle. Et donc, l'eau virtuelle n'est pas exportée. L'eau virtuelle, dans l'ensemble, reste là où elle se trouvait au départ. Et ça aussi, c'est un cycle de l'eau, mais une autre sorte de bicycle de l'eau. Donc aussi, quand nous nous concentrons sur l'utilisation totale d'eau par kilogramme de bœuf, on oublie d'autres aspects importants du cycle de l'eau et de l'industrie du bœuf. Dans un environnement naturel, avec de la végétation naturelle comme celle-là, quand il y a de la pluie, environ 40 s'évapore par l'évaporation ou l'évapotranspiration. Environ 10 ruisselle, environ la moitié est absorbée dans le sol. Maintenant, quand nous transformons ça en développement industriel, ça change énormément. Il y aura quand même une partie qui va s'évaporer, mais seulement 10 va être infiltré dans le sol. Et plus de la moitié ruisselle. Ce que ça signifie, c'est que l'eau du sol, comme les puits et les aquifères, ne se renouvellent pas. Donc, un des rôles environnementaux positifs de l'industrie du bœuf, c'est de maintenir un sol végétalisé. Ça contribue au sol naturel. Voici un autre exemple de problème de couverture du sol. Il y a des mauvaises choses qui arrivent quand il pleut sur des terrains en pente exposés. Si on décide, les vaches utilisent trop de terre pour trop d'eau pour produire du bœuf et on devrait tout convertir en champs cultivés, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Le résultat environnemental risque de ne pas être celui que la société souhaitait. Donc, quand on utilise des chiffres comme ça pour influencer les choix diététiques, les impacts de ces choix diététiques ne seront peut-être pas ce que les gens espéraient. Et les gens essaient d'inciter les gens à prendre ces décisions. Ce type veut que vous mangiez des lentilles parce que ça prend 1800 gallons d'eau pour produire une livre de bœuf, mais seulement 700 gallons pour une livre de lentilles. Ce sont les mêmes chiffres que je vous ai montrés plus tôt, sauf que dans ce cas-ci, c'est des gallons par livre plutôt que litres par kilogramme. Donc, il dit, d'accord, produire 1 kilogramme de bœuf, ça prend cette quantité-là d'eau, et produire une livre de lentilles, ça prend cette quantité-là d'eau. D'accord? Mais cette histoire ne dit pas tout. L'utilisation d'eau par kilogramme ne raconte pas toute l'histoire, peu importe que l'on parle de bœuf ou de lentilles. Regardons la quantité d'eau requise pour faire pousser ou pour produire ces choses. Plutôt que de regarder des gallons par livre, regardons les gallons par acre. Et pour des lentilles et pour produire la nourriture pour les bovins de boucherie. Donc, il y a beaucoup de chiffres et de mots à l'écran, mais ce sont des chiffres de Statistique Canada. Ils disent qu'en 2011, le Canada a récolté 3,5 milliards de livres de lentilles de 2,4 millions d'acres. Et ça vous donne 1400 livres de lentilles à l'acre. Maintenant, chacune de ces livres de lentilles exige environ 576 gallons d'eau. Et donc, ça veut dire qu'il faut 805 803 gallons d'eau pour produire chaque acre de lentilles. Et je ne vous montrerai pas les calculs pour chaque culture, mais quand vous le faites comme ça, certaines cultures qui semblaient très efficaces au niveau de l'eau sur une base par kilogramme ont soif quand on le regarde en superficie. Les lentilles ont besoin de plus d'eau à l'acre que d'autres cultures.
Maintenant, c'est important du point de vue du bœuf, parce que le plus gros de l'eau que nous utilisons pour produire du bœuf est utilisé pour l'alimentation des animaux. Donc, quand on commence à regarder les aliments consommés par les vaches, le maïs et l'orge, c'est assez comparable aux lentilles, mais ce que l'on sait, c'est que 80 de la nourriture consommée par les bovins dans leur vie, c'est du fourrage. 80 du fourrage. Et quand on regarde l'eau utilisée à l'acre ou l'eau requise à l'acre pour produire ces fourrages, c'est beaucoup, beaucoup plus bas. L'ensilage et le pâturage ou le foin en bas, l'eau requise pour produire un acre de ceux-là, c'est beaucoup moins que les autres cultures. Et encore une fois, ce sont les mêmes chiffres qu'on a montrés plus tôt. Je les ai simplement réorganisés pour que les lentilles et le bœuf soient côte à côte. Et quand, plutôt que de regarder les gallons par livre de lentilles ou de bœuf, quand on inverse ça à gallons à l'acre pour produire des cultures, la situation est très, très différente. Les bovins peuvent être élevés et soignés en utilisant des terres qui reçoivent beaucoup moins d'humidité que ce qui est requis pour des plantes consommées par les humains. Donc, devrions-nous cultiver ces protéines végétales plutôt que du bœuf? Ça pourrait prendre moins d'eau pour produire une livre de lentilles que de bœuf, mais l'ensilage et le pâturage et les prairies qui soignent les bovins, ces cultures peuvent pousser sur des terres qui ne reçoivent pas assez d'eau pour cultiver ces autres cultures. 50 à 90 de moins, en fait. Donc, on ne peut pas convertir les pâturages en champs de lentilles, parce que les lentilles ne pousseraient même pas là. Et ce n'est pas seulement une question de sécheresse. Je sais que la sécheresse n'est pas un problème partout. Il y a d'autres facteurs environnementaux. Le fourrage peut être cultivé sur des terres trop rocheuses ou trop en pente ou trop marécageuses pour des cultures. Et ce qui est encore plus important, à mon avis, les bovins peuvent produire une protéine de qualité à partir de plantes que les humains ne peuvent pas digérer. Si vous essayez de prendre un poulet ou un coq et lui soigner des fourrages, vous auriez un poulet qui crève de faim. Mais si vous prenez un veau et vous le soignez du fourrage, oh, le fourrage vient de disparaître, il a tout mangé, vous pouvez avoir « Oh, ne faites pas ça! Oh non, c'est en train de tout voler mes punchs! » Je pense que on vient de changer de vitesse. Nous y voici. Bon. Alors, faites comme si rien n'était arrivé. Donc, le veau mange du fourrage pour 80 de son alimentation. On peut produire une protéine de qualité que les humains aiment manger. Mais on a aussi vu une amélioration de productivité, pas seulement au niveau de la culture, mais du côté animal aussi. On a vu une meilleure performance reproductive, des meilleurs taux de croissance, moins de jours jusqu'à l'abattage, moins de nourriture par animal, grâce à une meilleure gestion nutritionnelle et environnementale. Mais il y en a une partie qui est due à nos technologies, par exemple les implants hormonaux. Donc, je vais changer de vitesse un peu et je vais parler d'hormones de croissance. Les hormones de croissance existent depuis longtemps. Elles sont apparues dans les années 50, donc il y a 70 ans. Les plus récentes sur le marché ont 40 ans. Et il y a beaucoup de questions de la part des consommateurs.
Il y en a qui s'expriment très fortement. Il y en a qui n'aiment pas les agents de promotion de la croissance et leur sécurité. Mais la réponse, en fait, est très simple. Les implants hormonaux ne représentent pas de risque à la santé, ni aux humains, ni aux animaux. Et la raison est que nous utilisons les hormones de croissance comme une thérapie de remplacement hormonal, de la même façon qu'un diabétique s'injecte de l'insuline. C'est une analogie très proche de ce que l'on fait. Notre utilisation d'hormones en production de bovins, ce n'est pas le genre d'abus de stéroïdes qu'un culturiste pourrait pratiquer. Et je vais l'expliquer un peu. Donc, la raison que j'appelle ça une thérapie de remplacement hormonal, c'est quand on prend un veau mâle et qu'on le castre pour en faire un bouvillon, ces hormones naturelles sont moins intenses, ça disparaît. Ils ne produisent pas autant d'hormones. Donc, on leur donne un implant. Et ce que l'implant hormonal leur permet de faire, c'est de se développer plus efficacement et plus rapidement dans le parc d'engraissement. Mais on ne leur donne pas tant d'hormones qu'ils se retransformeraient en taureaux, parce que si on le faisait, ça irait à l'encontre de l'objectif de les castrer. On leur donne des niveaux très faibles. Je vais parler un peu du bœuf sans hormones. Le bœuf sans hormones, ça n'existe pas. Même du bœuf venant de bouvillons non implantés vont contenir des hormones naturelles. Ça montre la quantité d'estrogène par portion. Le bœuf d'animaux implantés contient un peu plus d'hormones que des bouvillons non implantés, mais beaucoup moins que des taureaux ou des vaches tant qu'à ça. J'avais un graphique que j'ai retiré, mais ça montrait la quantité d'hormones qu'on obtiendrait du bœuf de taureau versus vache, et c'est beaucoup plus élevé avec des vaches implantées. Mais ne le dites pas aux gens en Europe. Mais tous les aliments contiennent des hormones. Du poulet, tout d'un coup, ça va me rattraper et ensuite va avancer de 35 diapos plus loin. OK, on a le poulet. OK, le poulet contient autant d'estrogène que du bœuf avec implant et on ne donne pas d'hormones au poulet. Le porc contient aussi des hormones, à peu près autant que le bœuf, et on ne donne pas d'hormones au porc non plus. Mais d'autres aliments contiennent des hormones également. Mais si on veut regarder les autres aliments, il faut changer l'échelle du graphique, parce que 6, ce n'est pas un assez gros chiffre. On va le changer à 60. Et on va voir la quantité d'hormones se trouve dans de la bière. Il y a plus d'hormones dans la bière qu'il y en a dans la viande. Il y a beaucoup plus d'hormones dans le lait que dans la viande. Mais il y a encore des hormones dans les plantes. Et si on veut regarder les plantes, il faut à nouveau changer l'échelle parce que 60 n'est pas un chiffre assez élevé. On va aller à 6000 comme échelle. Et le chou, la raison que je suis allé de 60 à 600, c'est parce que ça me garde dans les 6. Mais le chou contient beaucoup plus que toute autre forme de lait, bière ou viande. Mais quand on arrive aux pilules anticonceptionnelles que les humains mangent exprès, ça contient énormément plus d'hormones. Donc, il y a beaucoup plus d'hormones que les gens sont prêts à consommer volontairement que ce à quoi vous seriez exposé par l'alimentation. Mais on n'a pas besoin de s'inquiéter des hormones dans la nourriture, que ce soit du chou, de la bière, du lait, du poulet, des porcs ou du bœuf. Ça importe peu. Pourquoi? Si vous mangez une hormone, cette hormone entre dans votre système digestif et elle est dégradée et elle disparaît. Elle n'est jamais absorbée
dans vos tissus par votre système. Votre système digestif dégrade les hormones. C'est pour ça que les pilules anticonceptionnelles contiennent tant d'hormones pour que ce qui reste puisse être absorbé. Mais si on injecte une hormone, là, c'est une situation complètement différente. Si vous injectez une hormone, elle entre directement dans vos tissus et là, ça peut avoir un effet physiologique. En fait, les culturistes comme André, quand ils abusent des stéroïdes, ils utilisent un stéroïde qui s'appelle le Trenbolone et vous pouvez l'acheter sur l'Internet. Et en fait, la Trenbolone est une des hormones qui se trouve dans certains de nos implants pour les bovins. Maintenant, dans un animal dans un parc d'engraissement, un de ces implants durerait pendant 100 à 150 jours. Un implant durerait un bouvillon de parc d'engraissement de 100 à 150 jours. Maintenant, si on prenait André et si on essayait de le faire gonfler pour devenir Arnold en utilisant cette hormone, il faudrait lui donner 100 mg à tous les jours. Donc, 200 mg pour un bouvillon de parc d'engraissement pendant 100 jours. Mais si, pour être un culturiste, il faudrait prendre cette dose-là à tous les 2 jours. Ça, c'est beaucoup d'hormones. Et donc, là où je veux en venir, c'est une mise en garde. Si vous vous injectez avec assez de Trenbolone qu'un bouvillon de parc d'engraissement à tous les jours, si vous prenez ça, il y aurait des effets indésirables. Parce que quelque chose soit dangereux à la santé humaine ou pas, ça dépend du niveau d'exposition. Et les médecins de bonne réputation sont d'accord que c'est la dose qui détermine le poison. Et personne ne devrait prendre 5000 fois trop de quoi que ce soit parce qu'il pourrait y avoir des effets secondaires à long terme. Donc, alors, où est-ce que je veux en venir ici? Les hormones dans le bœuf posent-ils un risque à la santé des consommateurs? La réponse est non. Pour résumer, la section sur les hormones, le bœuf est une bonne source de nutriments essentiels à la santé humaine, mais le bœuf est une très mauvaise source d'hormones. Vous ne ressemblerez jamais à ça simplement en mangeant du bœuf. Et j'approche de la fin. Mais les implants hormonaux et d'autres techniques de production modernes sont une partie importante du système de production du bœuf durable au Canada. Ces technologies nous ont permis de produire 11 % plus de bœuf en utilisant 20 % moins d'animaux. Et si on arrêtait d'utiliser ces technologies, on aurait besoin de beaucoup plus d'animaux et beaucoup plus de nourriture et d'autres intrants. Et nous produirions beaucoup plus de fumier et beaucoup plus de gaz à effet de serre et le bœuf coûterait beaucoup plus cher. Et donc, un système de production efficace est une composante essentielle à un système de production durable. Et la durabilité, ça veut dire qu'on a le bon équilibre entre la viabilité économique et la durabilité environnementale et la responsabilité sociale. Et la durabilité, souvent, est décrite comme étant un tabouret à 3 pattes. Environnement, économique. Arrête ça, je te touche même pas. Donc, la durabilité
vous devez avoir le côté économique, environnemental et social. Ces trois pattes du tabouret doivent être équilibrées. S'il y a une patte trop longue ou trop courte, ça ne sera pas stable. Vous n'aurez pas un système durable. Donc, la durabilité, c'est une question d'utiliser au mieux les ressources que nous avons pour produire le maximum de nourriture possible à partir de ces ressources à long terme. Donc, les abattoirs et les restaurants et les consommateurs sont très intéressés par la durabilité depuis quelques années. La raison pour laquelle ils sont intéressés par la production de bœuf durable, c'est que les consommateurs veulent de la nourriture durable. Et comme industrie, on a la chance que le leadership de l'industrie a eu la vision de voir ces changements avant qu'ils ne se produisent. Le programme de production de bœuf vérifié a commencé il y a 30 quelques années. Donc, ce programme qui a commencé il y a 25 ans plus tôt, maintenant est rendu disponible quand on en a besoin, quand les consommateurs nous ont rattrapés, ils veulent l'exiger. Donc, VBP+ est un outil très important, comme des groupes comme la Table ronde canadienne sur le bœuf durable et de même que le projet pilote d'accélération du bœuf canadien. Et ça donne des incitatifs aux producteurs de bœuf à travers le Canada qui aident à augmenter la disponibilité de bœuf canadien produit de façon durable. Maintenant, nous sommes impliqués et c'est vraiment tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Nous sommes impliqués dans beaucoup d'autres recherches et en fait, votre Fédération des producteurs de bœuf du Québec soutient beaucoup de ces projets que nous avons démarrés cette année. Donc, c'est vraiment agréable de pouvoir travailler avec vous. Je pense que j'ai dépassé mon temps, mais si vous m'invitez l'année prochaine, je pourrai commencer à parler de certains des projets que nous travaillons ensemble. Donc, quoi qu'il en soit, merci de m'avoir écouté. Avant de procéder à des questions, juste poser les oreillettes, les écouteurs, laissez tout sur la table avant de partir pour les ateliers, mais je vais prendre des questions. On ask for Fawn and David to come. Donc, je vais inviter Fawn et David à revenir à l'avant. On n'en prendra pas plus, on a des délais pour le temps, mais pas plus que 3-4 questions. Je vais essayer en anglais, mais si vous ne comprenez pas, on pourra peut-être traduire. Hier, je lisais un texte de Radio-Canada qui parlait du lait de vache comparé au lait végétal, au lait végan. Est-ce que vous avez fait une comparaison entre la viande de bœuf à la simili-viande de merde des végans? Donc, la question, je vais essayer d'y répondre en anglais aussi et j'espère que vous allez comprendre ma réponse. Donc, la question, c'est si on a fait des comparaisons de bœuf comparé aux fausses viandes, aux simili-viandes. La réponse est non, mais je vais en dire plus que ça. Il y a eu des comparaisons qui ont été faites et une des comparaisons a examiné l'impact environnemental des viandes produites en laboratoire comparées au bœuf naturel. Et à ce moment-ci, la viande de laboratoire a un impact environnemental beaucoup plus élevé. Ça devrait changer avec la technologie. Mais, donc, il y a deux sortes de fausses viandes. Il y a la fausse viande d'origine végétale qui est disponible commercialement et il y a la viande de laboratoire. Au niveau chimique, la viande de laboratoire et la vraie viande, on ne pourrait pas les distinguer. Les textures sont différentes, mais en termes de la valeur nutritive, au niveau des viandes végétales comparées à la vraie viande, ces travaux ont déjà été faits et moi, ce que j'en comprends, c'est que les viandes d'origine végétale, ce qu'on voit chez IW avec l'Impossible Burger, ça contient beaucoup plus de gras et de sel que du vrai bœuf. Donc, au niveau nutritionnel, il n'y a pas d'avantage si vous avez l'intention de changer. Et quand on y pense,
Le bœuf, c'est d'origine végétale parce que les vaches transforment de l'herbe en viande. On ne peut pas être plus végétal que ça. Alors, David et Fawn, je vous invite à venir à l'avant. Je pense qu'on pourrait demander à André d'enlever sa chemise pour nous montrer les preuves.